Avant d'aborder ce que les mouvements d'éducation populaire et plus particulièrement les CMEA pourraient apporter aujourd'hui dans le contexte que nous vivons, il faut rappeler, je crois, quels sont les éléments majeurs, les éléments saillants de ce contexte. Alors, disons, parce que c'est l'évidence et c'est sous nos yeux aujourd'hui, que l'élément le plus saillant, c'est pour ce qui concerne nos sociétés occidentales, la France et l'Europe en particulier, la fin des grands récits unificateurs, des grands discours théologiques. Grands discours théologiques qui nous disaient collectivement quel était notre avenir et comment nous devions éduquer nos enfants. Ces discours idéologiques se sont effondrés et nous sommes devant une sorte de vide qui est au fond le vide que nous impose l'émergence de la démocratie. Nous sommes devenus, dit Marcel Gauchet, métaphysiquement démocrates, peut-être même plus que politiquement démocrates. Métaphysiquement démocrate, cela signifie que nous revendiquons chacun le droit de participer à un collectif et plus encore le droit dans ce collectif de donner notre avis et plus encore le droit de choisir individuellement toute une série de choses, notre destin personnel, notre destin professionnel et aussi de participer au choix de l'avenir individuel et collectif de nos propres enfants. Cette mutation est très importante et elle réactive de toute évidence les débats éducatifs. Il n'y a pas de débat sur l'éducation dans l'Union soviétique des années 60, pas plus qu'il n'y en a dans l'Iran de Khomeini, pas plus qu'il n'y en a dans les pays dictatoriaux ou les pays où règne aujourd'hui une idéologie brutale, une idéologie de la violence et du totalitarisme. Mais il y a des débats éducatifs sur l'avenir de nos enfants et sur notre avenir collectif dans des pays qui, comme la France, sont en quête de perspectives. Alors on peut vivre cela sur un mode nostalgique, en disant qu'est-ce que c'était bien à l'époque où on savait, parce que il y avait un grand récit mythique, républicain, socialiste, religieux, qu'est-ce que c'était bien cette époque-là, parce que l'avenir était tout tracé, parce qu'on n'avait pas tellement à s'interroger sur ce que nous voulions faire de nos enfants et parce qu'on avait simplement à les mettre dans des institutions comme l'institution scolaire, en bouclant la ceinture de sécurité et en faisant confiance au pilote, un peu comme aujourd'hui on entre dans un avion. Alors on peut nourrir cette nostalgie. On peut aussi se dire, et c'est mon cas, qu'en réalité cet effondrement des théocraties est une chance. C'est une chance pour la démocratie authentique, c'est-à-dire pour une décision collective, raisonnée, sur ce que nous voulons faire ensemble de notre avenir. Mais nous ne pouvons saisir cette chance qu'à condition de ne pas transformer cette émergence de la démocratie en individualisme systématique. Or, c'est bien aujourd'hui ce qui nous menace, que cette montée d'un individualisme où chacun recherche son propre intérêt à court terme et où on voit se dissoudre progressivement les perspectives de construction du bien commun. Je dis bien de construction du bien commun, parce que je ne crois pas que le bien commun soit quelque chose qui existe à l'avance et que l'on n'ait qu'à trouver, comme on déterrerait un trésor. C'est quelque chose qui nécessite la confrontation des sujets dans des cadres démocratiques, pas simplement parce qu'on y vote. La démocratie, c'est pas le vote, hein. On élit le pape, on élit Miss France, et ça ne sont pas des instances démocratiques, que je sache. La démocratie, c'est la construction d'un espace de débat, et d'un espace de débat où on s'écoute, où on argumente, où on se confronte au réel, où on anticipe des scénarios, et où on choisit, faisant évidemment appel à un certain nombre de procédures de choix où le vote peut intervenir, mais le plus souvent relativement tard, le scénario sur lequel nous voulons engager notre avenir. Alors je crois que oui, il y a une menace de la montée de l'individualisme aujourd'hui, et que cette menace est très forte dans le domaine éducatif. On le voit évidemment dans le domaine scolaire, avec la montée depuis déjà de nombreuses années de ce que les sociologues ont appelé le consumérisme scolaire. Et au fond, chacun cherche le meilleur rapport qualité-prix et s'organise pour que sa progéniture bénéficie des meilleures conditions de scolarité sans s'intéresser à l'avenir de l'institution scolaire dans son ensemble. On le voit aussi dans les comportements de repli individuel
où finalement les grandes institutions de médiation collective, qui étaient les organisations professionnelles, un certain nombre de grandes associations, peinent aujourd'hui à porter des projets globaux et sont tirés perpétuellement vers des logiques de service. Ça me paraît une des caractéristiques de la montée de l'individualisme, c'est être tiré vers des logiques de service. Et on le voit même dans un certain nombre de mouvements d'éducation populaire, qui, là où ils pouvaient proposer des activités délibérément centrées sur la valeur du collectif, sur la valeur du projet, et du projet humaniste et politique qu'ils portaient, ils sont aujourd'hui amenés, parce qu'ils sont poussés par ce contexte de montée de l'individualisme, à proposer des cartes à trous avec 1 heure de parapente, 1 heure de lutte contre l'illettrisme, 1 heure de macramé et un peu de cinéma et de théâtre éventuellement. Et on rentre ainsi dans une logique de service qui est une logique de guichet où on satisfait les intérêts individuels sans se préoccuper du bien commun et sans se préoccuper suffisamment de la construction du collectif. Je crois que c'est un des premiers éléments de préoccupation pour moi aujourd'hui et un des premiers éléments d'interpellation à l'égard des mouvements d'éducation populaire et des séméans en particulier. Si on rentre un peu plus précisément dans la description de ce qui se passe, on pourrait dire que le danger qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est l'alliance, alors je vais dire les choses de manière peut-être un petit peu caricaturale politiquement, d'une société libérale fondée sur le marché et d'une société technocratique qui promeut un contrôle systématique et individuel du comportement de chacun d'entre nous. Alors, ça pourrait paraître contradictoire, puisque le libéralisme, c'est la concurrence, la liberté, c'est de chacun pour soi, mais c'est aussi le droit à l'initiative, nous dit-on, et le droit à faire ce à quoi chacun aspire. Mais ce qui se passe, je crois, c'est que le libéralisme, tel que nous le vivons, porte la menace toujours d'un fonctionnement de type centrifuge, c'est-à-dire d'explosion sociale, locale ou plus globale, et il a besoin de compenser ces menaces-là par la mise en œuvre de ce que Gilles Deleuze avait très bien décrit dès 1990 sous le nom précisément de société du contrôle, en montrant que ces systèmes de contrôle qu'on voit émerger partout, dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation, à travers une multitude d'outils, ces systèmes de contrôle sont en réalité des moyens de faire entrer les individus dans une organisation libérale en évitant qu'ils fassent exploser le système tout entier et en contenant en quelque sorte les intérêts individuels, non pas dans un intérêt collectif, mais dans un contrôle des comportements qui permet d'éviter des dangers sociaux un peu lourds. Alors cette situation-là est préoccupante et elle me paraît toucher de plein fouet les éducateurs, les travailleurs sociaux, beaucoup les travailleurs sociaux, les personnels de santé, qui simultanément se voient mis dans une situation où tout est en concurrence, les hôpitaux sont en concurrence, les lycées sont en concurrence, les missions locales sont en concurrence avec des indicateurs de performance où il faut produire le plus possible d'entrer dans les emplois d'avenir, d'entrer dans l'apprentissage, etc., pour pouvoir bénéficier de subventions. Bon, il y a une espèce de concurrence systématique qui aboutit à une sorte de, non pas qui aboutit, mais qui est corrélée à une sorte de contrôle quantitatif systématique des comportements et qui fait se vider progressivement ce qui est au cœur de l'engagement de tous ceux et celles qui travaillent dans les métiers de l'humain, c'est-à-dire l'attention à l'autre et la construction du lien social. Et je suis très préoccupé de cela. J'en suis préoccupé parce que je vois aussi monter cela très fortement dans le cadre scolaire. Alors je m'explique. J'ai été un promoteur il y a de nombreuses années
de ce que j'ai appelé la pédagogie différenciée. La pédagogie différenciée, pour moi, c'était la volonté de prendre en compte l'hétérogénéité et d'en faire une richesse. D'en faire une richesse pour stimuler les interactions, pour stimuler les systèmes d'aide, pour organiser dans une classe des ateliers, pour faire quelque chose qui aille dans le sens de ce qu'avait promu l'éducation nouvelle. On voit bien que la pédagogie différenciée aujourd'hui est quasiment moribonde. Pourquoi ? Parce qu'elle a été remplacée par une multitude de systèmes que j'appelle des systèmes de détection-dérivation. C'est-à-dire que le groupe hétérogène n'est plus vécu comme une richesse et que l'institution scolaire développe toute une série de pratiques qui consistent à identifier les dysfonctionnements qui peuvent exister chez tel ou tel individu et à organiser pour tel ou tel individu ce qu'on appelle d'abord une pédagogie de soutien, puis ensuite un traitement spécifique, puis un programme de ceci, puis un programme de cela, jusqu'à une multitude de traitements différenciés qui se font d'ailleurs sur la base implicite du modèle médical, détection, symptômes, remédiation. Et là où on avait, avec la pédagogie différenciée, un travail sur la richesse du collectif, sur la mise en synergie des différences, sur la construction de systèmes d'entraide et d'interaction entre individus, on a aujourd'hui un système de repérage, diagnostic et finalement un système d'exclusion progressive, voire d'externalisation progressive du traitement des individus dans des tuyaux qui s'ignorent de plus en plus les uns les autres. Je suis très préoccupé par cette évolution-là, puisque cette évolution, elle est d'une certaine manière la modalité privilégiée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation. Dans une étude récente que nous avons faite avec un certain nombre de membres de mon laboratoire sur les innovations scolaires ou ce qui s'appelle innovation scolaire, on voit que ce n'est plus d'autres manières d'aborder les savoirs, ce n'est plus l'introduction systématique d'une réflexion sur la place de l'art ou sur le collectif. C'est l'introduction minutieuse et permanente de systèmes de détection-dérivation. C'est-à-dire, avec plus ou moins de bonnes intentions, on fait intervenir des gens spécialisés qui vont traiter d'une manière le plus souvent individuelle les problèmes des uns et des autres sur un modèle qui ressemble très fort au modèle médical, mais pas le modèle médical ouvert que nous pouvons voir aujourd'hui se développer, un modèle médical relativement traditionnel, qui est celui de l'homme-machine, qui consiste à détecter ce qui ne fonctionne pas, à changer la pièce ou à réparer l'individu avant de le remettre dans le système normal. C'est un système médical finalement très individualisé et surtout très normalisateur. Cette externalisation du traitement des personnes dans l'institution scolaire et de l'accompagnement des personnes s'accompagne d'un appauvrissement considérable des pratiques pédagogiques de classe qui ne retrouvent un semblant de nouveauté que quand elles semblent redécouvrir qu'on peut proposer aux élèves à travers ce qu'on appelle la classe inversée, de prendre connaissance à l'extérieur de l'école d'un certain nombre de documents par Internet pour en discuter à l'intérieur de l'école, chose qui nous est présentée comme le nec plus ultra de l'innovation pédagogique et qui n'est rien d'autre qu'une transposition technologiquement correcte de ce qui se pratiquait il y a encore pas si longtemps sous le terme de préparation-correction, préparation avant le cours, la correction après le cours. On est dans l'habillage et en aucun cas dans l'innovation authentique. Et alors, ce qui est en train de se passer dans l'institution scolaire, cet appauvrissement des pratiques du collectif, cette individualisation systématique, me paraît extrêmement préoccupant. En réalité, nous sommes au bout du bout d'un système qui, à mes yeux, est un système qu'il faudrait véritablement réinterroger et questionner. On vit dans l'idée que ce que les sociologues comme Guy Vincent appellent maintenant la forme scolaire est la seule manière de enseigner et de découvrir le savoir et les connaissances. Alors la forme scolaire, au bout du
du compte, c'est 30 élèves du même âge, à peu près du même niveau, qui font la même chose en même temps, dans des séquences qui sont de 45 minutes à 1 heure, avec l'appel au début, le rappel des devoirs à faire à la maison à la fin, et ainsi de suite. Bon, c'est une forme qui, aujourd'hui, me semble être devenue très largement obsolète, y compris parce qu'elle s'est refermée sur elle-même, elle ne mobilise plus les élèves, elle ne contribue pas à créer du collectif et elle engendre au contraire cette externalisation progressive du traitement de la difficulté qui va dans le sens de l'individualisme que j'ai dénoncé tout à l'heure. Alors au bout du compte, quelle est l'urgence pour moi aujourd'hui et tant au regard de l'ensemble de l'éducation populaire que des CMA. C'est l'idée de retrouver d'abord les vertus du collectif, et du collectif hétérogène dans ce qu'il a d'essentiel pour former une société démocratique et pour construire du lien social. Face à cette espèce d'émiettement de la société, face à ce fonctionnement de la société des ghettos, comme dit Éric Morin, ghetto de riches et ghetto de pauvres, ghetto de gens qui se referment entre eux autour de leurs affinités, ghetto autour de qui se ressemblent s'assemblent, ghetto dans les écoles, mais ghetto au sein même du traitement de l'échec scolaire. Face à cela, c'est de redire et de montrer que l'hétérogénéité, la différence, le collectif qui est fondé sur l'hétérogénéité et la différence sont des utopies concrètes, et j'assume le caractère oxymorique de cette expression, sont des utopies concrètes possibles aujourd'hui. On peut faire travailler des gens autour de projets collectifs, on peut les faire apprendre, on peut les faire s'engager, même s'ils n'ont pas le même âge, le même niveau, s'ils ne viennent pas tout à fait du même quartier, s'ils n'ont pas la même culture, et si justement on est capable de transformer ces différences en interaction féconde, en richesse, et en construction d'un bien commun qui ne préexiste pas, mais qui va être l'objet du travail collectif. Et là, on va retrouver, et on va peut-être être capable de construire une conception nouvelle, mais elle n'est pas tellement nouvelle par rapport aux finalités et à l'histoire de l'éducation populaire, de l'autorité. Dans un collectif qui a l'autorité, c'est celui qui a une responsabilité. Dans une classe de maternelle, un enfant de 3 ans peut avoir autorité sur le bocal à poisson. Si c'est lui qui est responsable du bocal à poisson, il a l'autorité nécessaire pour dire « j'interdis qu'on mette n'importe quoi dans le bocal à poisson parce que je suis responsable du bocal à poisson ». Et l'enfant qui est dans cette option-là, dans cette optique-là, qui a compris que l'autorité était liée à sa responsabilité, a compris ce qu'était l'autorité dans un système démocratique. Il a compris que dans un système démocratique et non pas théologique, eh bien, on est toujours détenteur d'une autorité en tant que je suis responsable du bocal à poisson, j'ai autorité pour dire qu'on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi dans le bocal à poisson. Et de la même manière, en tant que j'ai été mandaté pour faire ceci, en tant que je suis le garant de faire cela, j'ai autorité. Construire des collectifs où chacun a une place, c'est-à-dire une responsabilité, une autorité, à partir de sa responsabilité, où chacun peut participer dans des rituels qui nécessitent d'être formalisés, parce que ce n'est pas spontané ça, à la discussion collective, peut participer à l'élaboration d'un projet, d'un avenir commun, c'est, me semble-t-il, contre toutes les velléités d'individualisme qui nous assaillent de toutes parts, la priorité que doit se donner l'éducation populaire. En tout cas pour moi, si j'avais à résumer en 2 mots ce que j'espère de l'éducation populaire dans les années à venir, ce serait urgence collective. Urgence collective contre toutes les formes d'individualisme exacerbé.